Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel, animation festive. Heureux de vous retrouver cette semaine, un jour de Noël. Joyeux Noël à nos amis chrétiens partout dans le monde et au Maroc aussi, qui sont assez nombreux. Joyeuse fête aussi à l'ensemble de l'humanité, une fête de paix et une fête, je l'espère très bien, de transparence et de sincérité. Parce qu'il n'y a que la sincérité et la vérité qui priment, et c'est notre devise dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, et puisque l'émission de ce jour, c'est une émission trop chargée, avec un grand nombre d'éléments de taille, de vérité et aussi de contre-vérité, qui vont être échangés lors de cette émission. Et afin de donner la parole à notre chroniqueur C'est Abdelatif El-Fekka qui était en visite de travail en Tunisie, et sa chronique numéro 4, les nouvelles sociétés vulnérables à risque géopolitique du Maghreb. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec C'est Abdelatif El-Fekka. Ahlan wa sahlan. Bonjour chers amis et chers auditeurs. Alors aujourd'hui, la chronique numéro 4 s'intitule « Les nouvelles sociétés vulnérables et à risque politique, à risque théopolitique » pour mélanger les deux, la théologie et la politique au niveau du Maghreb. Et le choix du thème de cette année, qui a été organisé par une rencontre internationale par le CIESM, c'est-à-dire le Centre international des études stratégiques, sécuritaires et militaires en Tunisie, et qui regroupe plus d'une quarantaine ou une cinquantaine de hauts généraux militaires et colonels, également de l'Égypte. Eh bien, la thématique de cette année, c'était les changements stratégiques et les conflits entre les blocs d'influence au niveau de l'Afrique du Nord. C'était un thème quelque peu provocateur, mais qui nécessitait à la fois la mise en place d'une réflexion globale avec des stratégies, je dirais stratégiques, et aussi ils ont compris pour la première fois qu'il faudrait de la pédagogie pour faire participer la société, car la sécurité n'est plus une affaire de l'État, n'est plus une affaire d'une société politique, mais elle est également une affaire de la société civile. Et à ce titre, on a développé la mondialisation et les nouvelles sociétés à haut risque, des sociétés vulnérables, sur la base ou sur un fond théopolitique, à la lumière de la rencontre, ou de la lumière du terrorisme dans le monde, disons, non simplement musulman, mais en dehors de cette géostratégie. On a compris aujourd'hui que la mutation des débats de société sur l'évolution des formes de terrorisme qui sont à géométrie variable doivent répondre à une nouvelle mutation des sociétés d'un choix politique à risque à la fois qui est théologique et politique. Mais le terrorisme, il faut d'abord l'analyser, le comprendre sociologiquement et le prévenir politiquement, voire anticiper avec des actions qui sont suicidaires du terrorisme. Quelles sont les causes, quels sont les effets de la trajectoire historique du terrorisme sur sa progression religieuse ou islamique et la prévention politique tant locale que régionale, voire internationale. Et le bilan aujourd'hui de ces 25 années de terrorisme où dont les sociétés ne vivent ni paix ni guerre, mais c'est la rencontre entre les deux au niveau international, ce qui me fait rappeler d'ailleurs ce que disait Raymond Aron dans un de ses livres, c'est que, je cite, les sociétés sont des sociétés modernes névrosées, elles ne savent pas ce qu'elles veulent,
elles n'ont ni paix, et quand elles ont la paix, elles préparent la guerre, et les fournisseurs d'armes profitent de cette occasion au creux de la vague pour fournir leur matériel et les arsenaux matériels très lourds, avec l'adversité de ce qui peut éventuellement arriver. Et lorsqu'on a la guerre, on commence à préparer la paix, et c'est ce qui lui faisait dire « Nous vivons dans un monde moderne de paix, de terreur, sans stabilité politique au niveau régional. » Fin de citation. Nous vivons donc dans une paix de terreur. Et je dirais aussi, c'est qu'avec la sécurité que l'on fait aujourd'hui la politique de la protection des sociétés, que l'on va développer en quelques points. Le premier point, c'est quelles sont ces nouvelles sociétés à risque aujourd'hui, théopolitiques. D'abord, elles posent plus de questions sur la prévention du terrorisme et des risques politiques d'implosion de l'intérieur ou d'explosion. Mais le motif aujourd'hui est religieux, plus, alors que les réponses devraient être au niveau militaire et au niveau de la sécurité, plus sur la socio-criminalité au niveau des pays arabes et des grandes villes. Deuxième la problématique, elle pose aussi la lutte contre l'antiterrorisme que des réponses sur la stabilité des sociétés menacées par la théorie des dominos, à l'instar des pays de l'Est qui sont devenus l'Est de l'Europe, ou bien le printemps arabe dans le monde islamique. Elle pose également plus d'hypothèses que de certitudes sur la mise en place des démocraties de type pluraliste que les résultats sur des réformettes de l'État ou de la société avec la mise en place des politiques sociales. Elle pose également, c'est les nouvelles sociétés, elle donne plus l'impression de la stabilité politique de l'extérieur dans le monde arabe ou musulman que la certitude d'un degré zéro du terrorisme sur fond religieux. Et dernier point, c'est qu'elle pose également beaucoup plus d'objectivité, mais incertaine, scientifiquement, avec les risques d'explosion, plutôt qu'une subjectivité, mais certaine, des États qui sont despotiques et qui sont à l'heure orientale, avec des États voyous qui marchent à l'heure orientale, qui n'arrivent pas à se réformer, qui ne veulent pas partager le pouvoir politique et le partage de l'économie d'un pays dans les règles de l'art de la démocratie pluraliste. Deuxième point, d'abord la défense et la sécurité de ces nouvelles sociétés à risque politique dans le monde arabe, qui sont sous les feux de la projection du monde au niveau de la scène internationale, et qui tombent à point nommé, aujourd'hui dans ce séminaire au niveau international, les risques aujourd'hui sont de type sociologique, et ce type de concept qu'on appelle le risque est utilisé aujourd'hui pour désigner un certain nombre de phénomènes qui sont disparates. C'est les risques politiques, c'est les risques religieux, c'est les catastrophes nucléaires, le Tchernobyl en Russie, Fukushima, c'est aussi les risques de la technologie des bombes atomiques, je pense à l'Iran, à Israël, à la Corée du Sud, c'est les risques aussi de la vache folle, c'est les risques de la pauvreté, c'est les risques de l'ignorance, c'est les risques du sida, c'est les risques du tourisme sexuel, c'est les risques de l'immigration, c'est les risques même des coups d'État. Ce type de risque est devenu un nouveau concept aujourd'hui à étudier, mais qui est diversifié. Troisième point, cette rencontre internationale qui a un but fondamental, c'est de se poser aussi un certain nombre de questions sur le terrorisme aveugle. Car ces sociétés à haut risque théopolitique dans le Maghreb, dont les actions terroristes sont non seulement de plus en plus spectaculaires et violentes, mais aussi il faut, comme les Européens l'ont pensé, et puis peut-être les Américains, créer 2 cellules de recherche en associant les universitaires. Alors ils appellent ces types de cellules, de centres de recherche, les révolutions des affaires militaires. C'est l'acronyme RAM. Et deuxième cellule qui a révolutionné aussi la logique de la guerre conventionnelle vers la défense nationale et des militaires, c'est ce qu'on appelle la RAT, révolution des affaires du terrorisme. Ces 2 expressions désignent la transformation radicale de la nature de la guerre, la conséquence des percées technologiques en matière de cyberterrorisme, qui associe des changements profonds de la doctrine militaire et des concepts organisationnels et qui modifie la culture aujourd'hui de l'organisation
modifie fondamentalement le caractère et la conduite des opérations militaires. Car aujourd'hui, on n'est pas en face d'un boxeur ou d'un adversaire, on est en face des sociétés qui sont fantômes, qui sont fantasmagoriques, qu'on appelle Daesh ou qu'on appelle l'État islamique, et vous avez un terrorisme mondial avec un nouvel projet de société que n'ont pas les mondes arabes. Imaginez, faites attention, je ne suis pas pour, mais faites contre le Daesh, mais le Daesh a un projet de société. Imaginez, sans territoire, sans population, il ramène des gens du monde entier, ne tenant pas compte des nationalités, mais la seule idéologie islamique les ramène. Et ils deviennent des soldats de la mort en cherchant plus à mourir qu'à vivre. C'est un nouveau projet qui attire cette jeunesse avec des réseaux sociaux extraordinaires pour le type de recrutement. Alors la mutation aujourd'hui, c'est le quatrième point, c'est que la mutation aujourd'hui politique des sociétés doit répondre à la mutation du terrorisme à risque théologique. Et là, nous avons la mondialisation sonne le glas des États, nations qui sont absolument dépassées. Car la mondialisation aujourd'hui casse tout, elle détruit tout, rien ne lui est sacré, elle n'a pas de principe fondateur. La mondialisation aujourd'hui n'a pas de frontières idéologiques, n'a pas de frontières économiques, n'a pas de frontières culturelles, n'a pas de frontières cyber-attaque du terrorisme. Pas plus qu'elle n'a pas de frontières d'image télévisuelle. La mondialisation au niveau national, social, va exonérablement vers des sociétés de démocratie pluraliste, laïque, pour éviter des actions collectives du terrorisme international à connotation religieuse et à motif probablement islamique. Aujourd'hui, on constate c'est la fin des sociétés à économie de rente au profit des sociétés de compétition économique. La fin des sociétés de rente de situation politique au profit de la méritocratie. La fin des sociétés à rente de situation religieuse au profit de la laïcité des États modernes. La fin des États d'Afrique du Nord sans taille critique au profit d'un Maghreb uni, y compris, il faut y intégrer également l'Égypte. La fin des partis politiques conservateurs à caractère religieux au profit des modernes qui sont porteurs d'un projet de société et que l'on peut changer, car nous la recherche c'est d'avoir un état de droit et pas de passe-droit, mais pas des états théologiques où aujourd'hui on n'arrive plus à trouver de solution. Et c'est la fin également dans le monde arabe de la démocratie sans peuple, au profit d'une démocratie pluraliste, et c'est la fin des partis qu'on appelle voyous, le maraq, l'arabia, au profit des partis qui sont visionnaires et qui sont porteurs d'un projet. La problématique aujourd'hui du devenir historique du monde arabe. Et on s'est posé la question, comment passer d'une société de passe-droit à un état de droit? Comment passer d'une société de népotisme vers une société de méritocratie? Comment passer d'une société d'exclusion vers une société d'inclusion sociale? Comment passer d'une société de type perdant-gagnant vers une société de gagnant-gagnant, win-win? Comment passer d'une société de vautours vers une société de parti faucon? Comment passer d'une société de combine politique névrogène vers une société d'un changement de projet politique? Comment passer d'une société sans gouvernail religieuse vers une société de bonne gouvernance? En définitive, c'est comment passer d'une société de confiance ou de combine vers une société de confiance avec une démocratie pour tous et une méritocratie pour chacun. C'est donc la fin des sociétés répétitives au sens biologique, c'est la fameuse théorie de Karl Popper. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique de ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent la théorie de la crise dans le monde arabe. Il y a les crises politiques, les crises économiques, les crises financières, les crises d'endettement, les crises de l'éducation, les crises de la justice, les crises de l'emploi, la crise de la pauvreté, de l'ignorance, qui créent des crises sociétales et on ne sait plus comment attaquer. On s'est rendu compte, et c'est dans le séminaire que j'ai expliqué, que dans les sociétés qui sont pyramidales, qui ne changent pas, qui ne bougent pas, qui reproduisent les mêmes effets, alors que va-t-il se passer? La crise elle-même, sociologiquement parlant, devient salutaire et salvatrice. Elle arrive, elle remue le cocon
et elle fait tomber toutes les poires qui ne s'adaptent plus à la modernité, et elle donne une extraordinaire possibilité ou opportunité à de la jeunesse porteuse d'une idéologie qui va reprendre le pouvoir. Donc ça équilibre un peu. La crise sociale donc devient salutaire. La troisième chose, c'est quels sont les effets et les causes, c'est-à-dire comment mesurer ces sociétés à risque politique. Là, il y a l'absence de la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme et du citoyen. 2, c'est l'absence des valeurs de la démocratie pour tous et la méritocratie pour chacun. 3, c'est l'éthique politique dans le monde arabe, parce que l'éthique n'est pas religieuse, elle est politique, elle est de droit. 4, l'absence de la transparence économique dans des pays. L'absence du casting des hommes politiques, où le choix se fait sur la base du clientélisme, du népotisme ou sanguin. L'absence de la justice et de l'équité. L'absence de l'ascenseur social pour l'ensemble des pays à dictature démocratique. L'absence du développement des pays, ce qu'appelle la Banque mondiale le GAR, c'est-à-dire le choix des hommes, politiques plutôt, ou même technocrates, des hommes d'État, doit se faire sur la base d'une gestion axée sur les résultats. Et il y a également l'absence des partis politiques qui ne sont pas porteurs de projets. C'est le diagnostic qui a été fait dans cette rencontre du type international sur la sécurité. Alors, les dernières menaces, et je termine, c'est que chaque société, je dirais, le risque est devenu désormais beaucoup plus qu'une menace sécuritaire des biens, des personnes et des capitaux. Il est devenu une mesure politique des actions collectives des États et des sociétés. Chaque acte de violence terroriste donne lieu à la même scénographie médiatique. Les hommes politiques, les experts, les imams, tous ceux qui sont en charge de la traduction de ces événements avec leur idéologie de référence, tous ces spécialistes posent ce type de problème et rien ne change. L'éternel retour, sauf que le réel est visible et personne n'a trouvé son numéro de téléphone pour pouvoir dire voilà, je donne une information, voilà une cellule, comment elle se forme, voilà sa traçabilité. Et en conclusion, c'est que chaque risque est lié à des situations politiques ou à des décisions de pouvoir politique. Le risque révolutionnaire, changement de régime, risque des coups d'État, risque des prises de pouvoir avec des extrémistes religieux, les risques de confiscation de la démocratie, les risques de nationalisation sans indemnité suffisante, les risques d'exclusion de certains marchés islamiques ou des banques islamiques, les risques des refontes de la fiscalité qui sont discriminatoires pour un certain nombre de classes. Alors on a essayé d'expliquer tout ça par 3 types de théories que je ne vais pas développer, on aura peut-être le temps. C'est ce qu'on appelle les sociétés répétitives à horloge biologique de Karl Popper des années 45. Il y a également la théorie des risques d'un fameux livre qui considère que le monde est comme un nuage ou météorologique, c'est Ulrich Beck, et la théorie du changement qui est c'est une reproduction des neurones qui est d'un Français, Jean-Marie Lidéo. Donc ici, concernant le Maroc, concernant le projet de lutte contre le terrorisme au niveau du Maroc, a été exemplaire. Et je les ai cités. D'abord, tenant compte des contraintes des feux, des contre-feux du terrorisme et du printemps arabe. Le Maroc, en dehors de l'anticipation des événements, par des grandes réformes constitutionnelles de l'État, des grandes réformes de la société pour faire participer la société à son destin politique, économique et social, le bilan de la mission stratégique 2016 des travaux de la DGST, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Territoriale, et la DGSN, la Direction Générale de la Sécurité Nationale. Ils ont modernisé les infrastructures policières et la logistique avec la formation des réseaux des hommes sur la cybercriminalité, les renseignements, l'information, et ils ont pu accroître la légitimité des hommes de sécurité à l'intérieur de la société. C'est très important de faire participer la société. 2, c'est améliorer la communication de proximité et la simplification des accueils des contribuables, parce qu'il faudrait que la sécurité comprenne qu'ils sont en face non pas d'un client ou d'un administré, mais aujourd'hui d'un contribuable
qui paye ses impôts et qui attend un service de l'État. Parfait, Sylvie, parce que le temps presse, je crois qu'on est arrivé à terme de l'intervention. Si vous avez rapidement une phrase à rajouter, parce que j'ai une question qui rentre dans le cadre de la suite du programme de l'émission Arc-en-Ciel, et je souhaite vous la poser. Alors j'ai deux choses à ajouter, c'est qu'il y a eu la création d'une brigade régionale d'intervention rapide qu'on appelle le BRI, la création d'un groupe de recherche d'intervention qu'on appelle le GRI, la brigade également des mineurs et des femmes, et aussi la création d'une cellule psychologique pour reformater les extrémistes, autrement dit une espèce de déradicalisation. Voilà, et puis également le dernier programme qui est extraordinaire sur la gestion de l'information de l'ensemble des arrondissements en utilisant les informatiques, c'est le GESTAR. Voilà, donc en gros, et puis il y a eu le recrutement qui est extrêmement diversifié. On ne fait pas de népotisme, mais on a choisi les meilleurs, et cette année, il y a eu 5000 recrutements un petit peu à travers les Maroc selon les compétences de chacun. Voilà en gros ce qui s'est passé au niveau de la Tunisie au centre international. Certainement, on va avoir une discussion très prochainement. Je vous inviterai à faire partie de cette discussion avec M. Eric Dinissi, le patron de CF2R. Avec plaisir. Et à ce moment-là, on discutera par rapport à cet échange aux conclusions en Tunisie et la vision européenne du terrorisme et ce qui se passe, bien entendu, dans le monde arabe. J'ai une question, Sylvkak, mais j'ai besoin d'une réponse d'une minute au maximum. D'accord. J'ai suivi votre intervention avec patience et j'ai bien saisi le message. J'ai une question à vous poser. Vous avez parlé de la poire. D'accord ? Et ma question, et je sais pertinemment comme quoi vous êtes une personne très attachée aux problématiques des émireux, des Marocains résidant à l'étranger, est-ce que la poire a trouvé son équilibre pour la gestion de ce dossier ? D'abord, on ne les considère pas une poire. Quand je dis les poires, j'aurais pu dire les oranges ou je pourrais pu dire quelque chose qui est parmi les fruitiers. L'idée, c'est que la crise, quand on ne la prévoit pas, quand on a une société de type pyramidal qui ne change pas, la problématique, c'est que toutes les sociétés doivent changer. C'est un peu la théorie de Marie et Ledo. Les neurones, si vous ne les faites pas fonctionner, elles meurent. Une batterie dans une voiture, si vous ne la faites pas fonctionner, elle meurt. Les muscles, si vous ne les... etc., elles meurent. Donc, l'immigration, ce sont d'abord des représentants et des ambassadeurs à l'extérieur du Maroc et qui le représentent. La deuxième chose, c'est qu'ils ramènent 57 milliards de devises étrangères et forcément pour les attirer on a enlevé forcément les impôts. C'est très important que nous ayons les Marocains du monde représentés un petit peu partout, mais il faudrait qu'ils se regroupent pour qu'ils constituent au niveau institutionnel une espèce de force. Mais si nous avons 10 000 associations où il y a 3 ou 4 personnes, ça ne représente rien parce qu'ils n'ont pas cette surface de négociation. C'est pour cette question parce qu'aujourd'hui il y a une émission spéciale pour l'anniversaire du CCME. Voilà, ah oui, c'est très bien. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai posé cette question de la relation avec tout ce que j'ai pu entendre par votre intervention. Et il y aura un débat très important par l'intermédiaire du chercheur, votre ami, Sibyl Gendouze, et les référents partout, 4 référents quand même, donc les pays scandinaves, c'est Bachir El-Himri, c'est Sari Abdeslam en Belgique, c'est Amin Bouchaïb en Italie aussi, Zaki Gourman qui représente la France et qui se trouve au Maroc actuellement. Pour ce dossier. Et ma question n'était pas simple, c'est pourquoi j'ai dit tiens, je pose la question à Sylvkak sans qu'il soit. Mais voilà, et sincèrement, la réponse était adéquate. Mais en tout cas, le CCME, juste 30 secondes. Oui. Le CCME est un poumon, je dis pas le cœur, mais c'est un poumon qui donne la respiration et qui renvoie par le cœur de sa stratégie qu'il irrigue la politique et la stratégie du Maroc. Il est responsable et à la fois victime de ce qui peut se passer à l'extérieur, car il doit être le pivot de la politique marocaine avec une politique, je dirais, étrangère de l'immigration et de l'immigration. Migration et l'immigration. Les deux aujourd'hui, car le pays est devenu comme un pays européen, car il reçoit les Africains et il faut s'attendre aujourd'hui à une pression démographique où il faudrait les recevoir. Voilà ce que je voulais dire. La question, c'est simplement, nous cherchons dans notre cadre par rapport aux émireux, par rapport aux Marocains résidant à l'étranger, et c'est dans ce cadre on essaie de clarifier un petit peu la position
qui n'est pas tout à fait délicate, qui n'est pas tout à fait simple pour le CCME, et on le sait pertinemment. Nous se basons sur une analyse émireux pour les émireux dans le cadre de la boîte à idées, de proposer des solutions pour que les responsables du CCME et ceux qui sont derrière comprennent les vrais problèmes, la vraie problématique des émireux, parce qu'il n'y a que les émireux qui savent réellement cette problématique, et c'est à eux de proposer des solutions, parce qu'une personne ou une institution qui est toute sa notoriété, en plus, elle est désignée par Dahir Sharifa, il faut bien peser les choses telles qu'elles sont, mais elle a besoin d'arguments, elle a besoin d'actions, mais avec des hommes et des femmes, des hommes et des femmes de terrain, des émireux, des vrais émireux. Sylv Kak, à la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine, et je vous remercie. Vous avez parfaitement résumé excellemment bien l'idée au niveau international. Voilà. Parfait. Merci beaucoup et au revoir les idées. Merci.